vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Avant que vous n'écoutiez toute mon histoire, je tiens à préciser que je n'ai aucun regret. Mon film m'a permis d'avoir tout ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire de la notoriété, de l'argent et des amis. Bref, si en écoutant ce qui va suivre, vous vous demandez si j'ai regretté quelque chose, la réponse est non. Même si j'avoue que j'aurais aimé que mon film ne me vole pas tant de choses précieuses. Je me présente. Jérémy, 22 ans, et passionné de cinéma. J'ai grandi avec des parents aimants, et le meilleur grand frère du monde. Mon grand frère s'appelait Daniel, il avait 4 ans de plus que moi, il était très protecteur. Une fois, je m'étais fait racketter à la sortie du collège, et je l'ai dit à mon frère. Si vous avez vu son regard, mon Dieu. Je n'avais jamais vu mon frère énervé comme ça. Il m'a dit qu'il allait régler ça, et il est parti. À ce jour, je n'ai toujours pas su ce qu'il avait fait aux personnes qui m'avaient racketté, mais je ne les ai jamais revues. Je l'aimais beaucoup, et je ne m'imaginais pas vivre sans lui. Malheureusement, il est décédé le 26 mai 2014 dans des circonstances étranges. Le légiste a conclu qu'il était mort d'une crise cardiaque, mais je pense personnellement qu'il a été assassiné par certaines personnes. Mais j'y reviendrai plus tard. Il serait peut-être temps de commencer l'histoire. Tout commence en juillet 2000. J'avais 6 ans, et mon frère en avait 10. On s'amusait à filmer absolument tout dans le jardin, avec le caméscope de notre père. On filmait des plantes, des écureuils, et même les gamins qui passaient en vélo dans la rue devant notre jardin. Puis on a décidé de quitter le jardin et de s'aventurer dans la détruelle. Il n'y avait plus rien à filmer dans notre jardin, et on commençait à s'ennuyer. Je pense que ne pas prévenir nos parents était une erreur, parce que pendant qu'on marchait, on a vu une bande de chats errants en train de déchiqueter un oiseau. Ça m'a dégoûté, mais mon frère trouvait ça amusant. Il commençait à faire des plans vraiment précis sur le volatile et il riait. Je lui ai dit d'arrêter de filmer ça, mais il refusait. Il faut croire qu'il aimait vraiment la vue. Puis, notre mère nous a pris sur le coup. Elle nous a tirés jusqu'à la maison et a commencé à nous engueuler. Je priais pour qu'elle ne regarde pas la vidéo. Évidemment, elle nous a confisqué la caméra et elle est partie voir notre père. Je voyais que mon frère stressait. Lui aussi priait pour que nos parents ne voient pas ce qu'il venait de filmer. Malheureusement, notre père a crié son nom et il a dû s'expliquer. Mes parents lui ont demandé pourquoi il avait filmé ça, et il n'avait rien à répondre. On n'a malheureusement plus jamais pu rejouer avec le caméscope de notre père. Cependant, depuis cette journée, mon frère s'était découvert une grande passion pour le cinéma. J'étais content qu'on partage les mêmes centres d'intérêt, car j'avais envie de passer plus de temps avec lui. On inventait des scénarios de films d'action ou d'horreur. On créait des personnages. On invitait des amis à jouer avec nous. Bref, on voulait travailler dans l'industrie du cinéma. Mon frère m'avait dit qu'on créerait un film très populaire un jour, et qu'on serait riche. Bizarrement, il avait eu raison sur ce point. Peut-être qu'il voyageait dans le temps. On allait tout le temps au cinéma avec notre père. C'était vraiment la belle époque. Il nous payait l'entrée, nous achetait du popcorn, et on parlait du film pendant toute la soirée. Si j'ai arrêté d'y aller avec lui, c'est parce que je préférais y aller avec Daniel. Il avait 14 ans, et ne voulait plus aller avec notre père. Et il disait qu'il voulait y aller avec ses amis, et seulement eux. Ça a déçu notre père, parce qu'il aimait aller au cinéma avec nous. Mais il a accepté la décision, et il ne nous a plus jamais emmenés voir un film. Ça m'a déçu aussi, car je devais choisir entre mon père et mon grand frère. Ça avait été vraiment difficile, parce que c'était les deux personnes que j'aimais le plus au monde. Mais j'ai finalement choisi mon frère et ses amis. Étrangement, les amis de mon frère étaient plus amusants que Daniel lui-même. Sûrement parce que je ne les voyais pas tous les jours, et qu'ils ne prenaient pas un malin plaisir à me frapper. Moi et mon frère avions une relation classique. Il me tapait, et quand j'essayais de tenir tête, il me frappait plus fort. Évidemment, je n'aimais pas me faire taper, et j'essayais de faire profil bas avec lui. Mais il n'y avait rien à faire. Il me tapait, parce que je respirais. J'ai commencé à me défendre réellement à l'âge de 13 ans, et ça a marché. Les mauvais traitements ont diminué peu à peu, avant de complètement disparaître. Aujourd'hui, quand je repense à lui durant sa crise d'adolescence, je pense qu'il se faisait tabasser à l'école, mais qu'il n'en parlait à personne. Il revenait à la maison avec des ecchymoses sur les bras et le dos, et refusait de dire d'où il venait. Je suppose qu'il devait se défouler sur le plus faible de la famille. Enfin, je dis ça, mais ce n'était qu'une hypothèse. L'origine des ecchymoses reste encore inconnue. Peut-être qu'il avait envie de reproduire les combats qu'il voyait au cinéma, à l'école. C'est drôle qu'il ait emmené autant de mystère dans sa tombe. Un soir, je suis allé au cinéma avec Daniel et un de ses amis. J'avais 14 ans, et lui en avait 18.
Il voulait donc aller voir un film porno au cinéma. Petit aparté, eh oui, un des cinémas de notre ville diffusait des films porno, même s'ils étaient évidemment cachés du grand public. Par cachés, je veux dire qu'on ne pouvait connaître leur existence que grâce au site internet du cinéma. J'ai pu accéder à la salle grâce à deux choses. Le fait que les employés de ce ciné étaient tous des flemmards qui regardaient à peine les clients, et parce que j'avais l'air d'être beaucoup plus âgé, grâce à ma grande taille et à ma voix plutôt rock pour mon âge. J'avais hâte. Sûrement parce que c'était le premier film X que j'allais voir au ciné. Pourtant, il n'y avait rien de bien là-dedans. J'allais voir un film de cul, tout en étant entouré de vieux pervers qui se branlaient dès qu'un sein apparaissait à l'écran. Ça a été une expérience dégueulasse. Imaginez-vous à ma place. Vous entrez dans une salle avec une odeur de sperme omniprésente et envahie par des hommes de 40 ans. Je ne pensais vraiment pas que des gens oseraient se branler avec des inconnus à côté d'eux. J'avais un peu peur, pour être honnête. On s'est assis le plus loin possible de la masse. On avait de bonnes places, hormis le fait qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui n'arrêtait pas de gesticuler et de parler tout seul. J'essayais de ne pas y faire attention. Puis, le film a commencé. C'était classique au début. Un mec interviewait une fille. Apparemment, c'était une star. Je ne vais pas vous mentir, j'avais vu pas mal de porno avant celui-ci, et je connaissais pas mal d'acteurs et d'actrices. Mais bizarrement, ceux-là, je ne les connaissais pas. Puis, à un moment, le mec a baissé son pantalon, a déshabillé la fille sauvagement, et lui a fait l'amour. J'ai trouvé cela brusque, mais ça ne m'a pas tant surpris. J'aime quand c'est brusque et inattendu. Cependant, la fille regardait à la caméra, les larmes aux yeux. Mon plaisir a commencé à diminuer. Je me suis dit que c'était bizarre. Normalement, les deux acteurs sont contents de baiser. J'avais envie d'en parler à mon frère, mais il semblait captivé. C'est là que les choses bizarres ont commencé. Sans crier gare, un homme nu avec un masque de chèvre est entré dans la pièce. Il avait un crayon et un couteau dans la main. Il a d'abord commencé à dessiner des fleurs et des smileys dans le dos du mec, qui se faisait la fille par derrière. Puis, avec le couteau, il a commencé à couper là où il avait dessiné. Le mec criait extrêmement fort, mais pas de douleur. Il criait parce que ça lui faisait du bien. J'allais partir, quand j'ai entendu des coups derrière moi, comme si quelqu'un frappait des parties de son corps avec sa pomme. Je me suis retourné, et j'ai vu le vieux derrière moi, en train de se masturber. Non, c'était trop. Je suis parti de la salle le plus vite possible. Une fois à l'extérieur, j'ai remarqué un truc choquant. La salle adjacente à celle du film porno diffusait un dessin animé pour gamins. Je n'arrivais pas à y croire. Comment un cinéma pouvait mettre un film porno pour vieux dégueulasse à côté d'un film pour gamins insouciants? Ce cinéma était louche. Mon frère et son ami sont sortis 5 minutes après moi. Je croyais que le film était fini, mais j'entendais des cris vraiment violents dans la salle. Apparemment, eux aussi avaient lâché. Je n'osais pas leur demander ce qu'ils avaient vu après mon départ. C'était bien, a dit mon frère pendant qu'on marchait vers sa voiture. Après cette histoire, il est devenu bizarre. Il a commencé à me parler de tourner un film. Au début, je n'étais pas vraiment chaud, car il m'avait déjà parlé de cette idée à de nombreuses reprises. Mais le projet était abandonné, à chaque fois, parce qu'il n'avait plus la motivation de continuer. Alors comme j'ai dit que je n'étais pas vraiment partant, il a fini par me convaincre, pour je ne sais quelle raison. J'imagine que j'avais juste envie de lui faire plaisir. On a commencé le tournage le 1er juillet 2010, et j'avais 16 ans. Oui, commencer le tournage nous a pris 2 ans, pour des raisons complètement stupides. Premièrement, on n'avait pas d'argent. On a donc décidé de faire des choses pas très morales pour en récolter. En gros, on a racketté des gens, on a vendu de la drogue, et on prenait un peu d'argent à nos parents quand l'occasion se présentait. On avait aussi chacun un petit job à côté. On était 8 au début, donc ça n'a pas été très long avant d'avoir la somme minimale pour commencer le tournage. Quand je dis que ça n'a pas été très long, je veux dire que ça nous a pris 2 ans pour récolter 18 000 €. Pour être honnête, je n'étais pas pour l'idée de racketter au début, mais c'était nécessaire. C'est ce qui a été le plus lucratif. Un soir, on se promenait dans un parc à la recherche de notre prochaine victime. Puis, on a vu 2 vieux et une jeune adolescente avec eux. C'était parfait. Moi et Daniel, on s'est placés derrière eux au cas où ils tenteraient de fuir. 2 étaient cachés à leur droite, 2 autres à leur gauche. Et les 2 derniers allaient les attaquer par l'avant. Daniel a donné le signal par un sifflement, et on s'est tous rués vers eux. La terreur dans leurs yeux était plutôt plaisante à regarder. Mais je ne voulais pas leur faire de mal. Je dis ça parce qu'un des vieux se défendait vraiment bien. Il avait vraiment envie de protéger sa femme et sa petite fille d'une bande de jeunes adultes malveillants. Je ne savais pas vraiment quoi faire, parce qu'il était bien trop fort pour nous. Il était capable de péter la gueule de 8 jeunes adultes juste avec ses poings. Et je rappelle qu'on avait tous des lames. Alors, j'ai sorti ma lame
et je l'ai planté dans son dos. Il a poussé un hurlement de douleur, alors que les deux autres étaient horrifiés. Mes amis et mon frère en ont profité pour le ruer de coups, pendant que je retenais les deux autres du mieux que je pouvais. On a finalement pu leur voler tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire les bijoux de la veille, les portefeuilles du vieux et le portable de l'adolescente. J'ai repris ma lame et on est parti en courant. J'ai su plus tard que le vieux qu'on avait tabassé était mort. Je ne savais pas quoi en penser, mais j'avais très peur de voir la police débarquer chez moi. Heureusement, ils ne sont jamais venus. Logique, étant donné qu'on portait des masques et qu'on avait des gants. Deuxièmement, peu de personnes voulaient s'associer avec nous, parce qu'on voulait tourner un film horreur porno. Un snuff movie, en gros. Vous vous demandez sûrement pourquoi on voulait tourner ce genre de film. Eh bien la réponse était très simple. Ça attire beaucoup de gens. Quand on était allé voir le film porno au cinéma, Daniel avait été surpris par le nombre de personnes qui s'étaient déplacées uniquement pour voir ça. Alors, il a supposé que ça attirerait plus de gens s'il n'avait pas à payer quoi que ce soit. S'il n'avait pas à se déplacer. Et s'il n'avait pas besoin d'être entouré d'inconnus pendant leur petite branlette. Son plan m'avait surpris, car il était très futé. Mais comme je l'ai dit précédemment, le plus dur a été de trouver des personnes concentrantes pour être devant ou derrière la caméra. Ça nous énervait, mais on s'y attendait. Quelle personne normale allait accepter de tourner dans un tel film? On ne voulait surtout pas stimuler les actions du film. En gros, on voulait que les réactions des acteurs soient naturelles et ne fassent pas partie d'un script. En fait, trouver des personnes derrière la caméra était plutôt facile, puisqu'ils n'allaient pas se faire mal. Cependant, on n'a pu trouver que 5 acteurs pour faire des trucs assez malsains. Puis, j'ai proposé à Daniel d'envoyer des gens de derrière la caméra devant la caméra, sans leur dire, et de dire à de potentiels acteurs qu'ils allaient tourner dans un film normal. Il s'est senti stupide de ne pas avoir pensé à cela plus tôt, et a fait ce que j'ai dit. Il m'a surpris lors de cette journée. Je veux dire que je m'attendais plutôt à le voir rigoler, au lieu de vraiment appliquer mes conseils. J'avais proposé cette idée pour rigoler, mais apparemment, elle a vraiment été décisive pour la suite du tournage. On engageait des jeunes adultes et on leur disait qu'ils allaient tourner dans un petit film porno amateur. On leur montrait un faux script que j'avais moi-même écrit, et la plupart acceptaient l'offre, et on leur faisait signer un contrat de confidentialité. Ils ne devaient pas parler du film à qui que ce soit avant la sortie. C'était évidemment malhonnête et illégal, mais on n'en avait rien à foutre. Ce film allait peut-être nous rendre riches. Mon frère, avant que le tournage ne commence, m'a forcé à regarder beaucoup de snuff movies. Il voulait que je sois habitué à la vue du sang et des morts. Au début, je n'étais pas consentant, mais je n'ai pas eu le choix. J'ai donc dû regarder des gens se faire torturer, tuer, violer sur un écran. Vous avez déjà vu Orange Mécanique? Si oui, eh bien j'ai reçu le même traitement qu'Alex, mais les effets étaient inverses. J'ai fait énormément de cauchemars durant cette période, et je dirais que c'est depuis ce moment que je suis devenu insensible à la souffrance des gens. Tous les jours, je voyais des gens se faire massacrer. Je les voyais me supplier de les aider, et j'étais impuissant face à cela. Je savais que rien ne se passait en direct, et que la plupart d'entre eux étaient des fakes. Mais ça m'a touché profondément. Au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai commencé à comprendre que je ne pouvais sauver personne. Je les ai donc regardés se faire tuer, et bizarrement, j'y ai pris goût. Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais la vue du sang ne me dérangeait plus, et était même plutôt plaisante. On était 22 à travailler sur le film. On n'avait pas encore fixé de nom à ce moment-là. On a tourné la toute première scène, le 1er juillet 2010, et je me rappellerai toujours de cette journée. Daniel est venu me réveiller à 6h30 du matin pour aller au studio. Je me suis levé laborieusement, et nous y sommes allés. On est arrivé à 7h15, et 2 techniciens étaient en train de monter le plateau. Je mets techniciens entre guillemets, parce qu'ils étaient en fait des acteurs cachés. Mon frère et moi avions élaboré un plan pour les mettre dans le film sans qu'ils le sachent. On les a salués, et on les a aidés à monter le reste. Le plateau de tournage de la journée ressemblait à une espèce de cave abandonnée, avec 2 chaises placées au milieu. Je vous laisse deviner à qui étaient réservées les chaises. Il y avait aussi une porte dans le fond du plateau. À 8h, on avait fini, et les autres qui étaient dans le coup avec nous sont arrivés. Les 2 techniciens se demandaient pourquoi les acteurs n'étaient toujours pas arrivés. C'était le moment. Mon frère et moi nous sommes jetés sur l'un d'eux, et 2 autres personnes ont foncé sur l'autre. Ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer, et ils criaient. Je dois avouer que les cris me faisaient très mal aux oreilles. Je me suis alors dépêché de mettre un bâillon dans la bouche de celui que Daniel tenait. Puis, je lui ai mis un sac sur la tête, et je l'ai jeté sur une des chaises. Des personnes ont attaché l'autre acteur à l'autre chaise, et d'autres personnes sont venues nous aider à attacher le premier acteur. Il n'arrêtait pas de gémir et de gesticuler. J'avais peur qu'il cache la scène en faisant tomber la chaise, mais Daniel a vu l'idée de les visser au plancher. Décidément, mon frère était vraiment futé.
Placez-vous !» a ordonné Daniel avant de se placer derrière une des caméras. Tout le monde se dirigeait vers un endroit du plateau, sauf moi. Mon frère m'avait seulement dit d'observer et d'apprendre. J'étais un peu dégoûté de ne pas plus participer au film. « Action !» a crié Daniel quand tout le monde a été à son poste. La première scène du film allait être tournée, et j'avais hâte de voir de quoi ça aurait l'air. Frédéric, un homme de 30 ans plutôt costaud qui avait accepté de tourner plusieurs scènes, est entré par la porte située derrière les deux chaises. Les deux acteurs étaient en train de gémir, et c'est exactement ce qu'on voulait qu'ils fassent. Frédéric était torse nu, il portait un pantalon marron et des souliers noirs. Il avait pris une paire de ciseaux recouvertes de faux sang dans la main. Il s'est approché lentement des deux prisonniers, et s'est accroupi juste à côté de l'un d'eux. Il s'appelait Vincent. Frédéric était en train de sentir Vincent comme un animal qui sent la bouffe avant de la manger. Puis, en une fraction de seconde, il s'est placé derrière sa victime, en retirant le sac de sa tête, et a commencé à jouer avec ses cheveux. Vincent recommençait à gesticuler, mais Frédéric lui a ordonné sèchement d'arrêter. Ensuite, comme écrit dans le vrai script, il commençait à couper les cheveux de Vincent. Frédéric était clairement en train de profiter de ce moment. Il a porté plusieurs mèches de cheveux à ses narines et les a respirées de toutes ses forces. Puis, il a décidé de les mettre dans sa bouche. Tout le monde sur le plateau était étonné et légèrement écœuré par cet acte. Parce que ce n'était pas dans le scénario, et aussi parce que les cheveux de Vincent étaient gras et recouverts de pellicule. Cependant, on a tous trouvé ce moment parfait pour cette scène. On voulait rendre le spectateur mal à l'aise, et manger des cheveux et en tirer du plaisir était très certainement quelque chose de malsain. Frédéric a eu beaucoup de mal à avaler les mèches de cheveux. Il avait beaucoup de spasmes, il n'arrêtait pas de faire des bruits étranges avec sa gorge. Il allait parfois fourrer ses doigts au fond pour extraire quelques mèches, et il a même un peu vomi sur le crâne de Vincent. Après ça, Daniel a crié « coupé !» et tout le monde s'est mis à applaudir la performance de nos acteurs. Ils avaient vraiment fait du bon travail. Cependant, on ne savait pas quoi faire des deux prisonniers, étant donné qu'on ne les avait pas tués dès la première scène. Il fallait les garder en vie quelque part, en attendant que leur scène finale arrive. On les a donc gardés dans une pièce sans fenêtre du studio, et on les nourrissait 2 fois par jour. Vincent est celui qui nous a causé le plus de problèmes, car sa scène finale était à la fin du film, et il était le plus agité de la bande. On a donc dû le tabasser avec des barres de fer à de nombreuses reprises pour qu'il se calme. J'ai même porté un coup très violent sur sa tempe et ça a failli le tuer. Depuis ce jour, Daniel m'a interdit de retourner voir nos prisonniers. On a enchaîné les tournages et on a tout terminé au bout de presque 1 mois. Avant de continuer l'histoire, je vais vous raconter le scénario et vous détailler la scène finale. C'est une histoire de snuff movie classique. Enfin, je dis classique pour aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas énormément de films de ce genre sur internet. Il y en avait quelques-uns, mais au moins 95% étaient des fakes. Le nôtre était réel. C'est ce qui le rendait différent des autres. Le film parle du psychopathe Dave Smith, Frédéric dans la vraie vie, qui décide de changer de vie et de devenir quelqu'un de normal. Il décide de se trouver un travail, mais son côté dangereux prend le dessus, et il se surprend en train de commettre des meurtres, de la torture et des viols. Le 22 septembre 2010, la scène finale du film avait été tournée, et on allait commencer le montage. Durant la scène finale, on voit Frédéric en train de parler à un des acteurs. L'acteur croyait qu'il allait juste parler à Frédéric durant la séquence, et qu'à la fin, ils allaient se réconcilier. En gros, il croyait qu'ils allaient régler un conflit que j'avais créé dans le faux script. Par contre, Frédéric avait reçu un scénario complètement différent. Frédéric devait, au début, parler calmement à Samuel, le comédien, puis commencer à hausser le ton, jusqu'à lui hurler dessus. On voyait bien que Samuel ne comprenait pas, car dans son script, Frédéric devait se calmer au fur et à mesure de la discussion. Mais dans le vrai script, Frédéric, après avoir hurlé sur Samuel de toutes ses forces, devait se jeter sur lui et le ruer de coups de poing au visage. Étant donné que Frédéric était beaucoup plus costaud que Samuel, il n'a eu aucun mal à lui casser la gueule. Ensuite, après qu'il ait bien amoché Samuel, Frédéric devait lui crever les yeux. Les deux étaient en train de hurler, l'un criait à cause de la douleur, et l'autre pour le plaisir. Après, Frédéric devait s'emparer d'un couteau et devait lui planter dans la gorge. S'en suivait alors un gros plan sur le visage du mort et un générique avec 2 faux noms. Samuel représentait le côté psychopathe du personnage principal. Donc à la fin, Dave devint une personne normale. Une happy end dans un snuff movie. Comme dit précédemment, on n'a pu engager que 5 acteurs qui savaient qu'ils allaient tourner dans un snuff movie, et 8 autres qui ne savaient pas dans quoi ils s'étaient embarqués. En plus, on a dû les piéger en écrivant de faux scripts pour les 5 acteurs consentants, afin de pouvoir les tuer. Ça m'aurait étonné qu'ils acceptent de mourir devant la caméra.
Et, pour éviter les soupçons des autres acteurs et des techniciens, on les faisait venir au plateau seulement une fois, et on les empêchait de se voir entre eux. Par exemple, si un des techniciens ou acteurs devait venir au studio pour installer la lumière, il ne sortait plus du plateau jusqu'à ce que sa scène finale soit tournée. En d'autres termes, jusqu'à sa mort. Tous les acteurs, excepté Frédéric et presque tous les techniciens, sont morts devant la caméra. Voici une liste de ceux qui étaient encore vivants à la fin du tournage. Jérémy, moi-même, Daniel, Frédéric, Rémi, une des 8 personnes initiales, Nicolas, une des 8 personnes initiales, Quentin, une des 8 personnes initiales, Oscar, une des 8 personnes initiales, Sébastien, une des 8 personnes initiales, Guillaume, une des 8 personnes initiales, et Robert, le monteur vidéo. Robert, un des amis de Daniel, s'est occupé du montage, et je dois avouer que son apparence était plus que repoussante. Il était grassouillé, avait de longs cheveux gras attachés en queue de cheval, et il suait tout le temps. Enfin, je dis ça, mais il était très gentil. Et il était extrêmement habile avec les montages. Il a tout terminé au bout d'une semaine, et apparemment, il avait très peu dormi. Je dis apparemment, car c'est une supposition. De grosses cernes apparaissaient sous ses yeux depuis qu'il avait commencé le montage. Après réflexion, je crois que Robert avait des cernes, car il n'arrivait plus à dormir. Je suppose qu'après toutes les horreurs qu'il avait dû voir en faisant le montage, le sommeil ne venait pas. Ce qui est compréhensible. Si j'étais quelqu'un avec une bonne santé mentale et que je devais travailler avec des psychopathes meurtriers, je n'arriverais sûrement pas à dormir. Même si je parle de psychopathe meurtrier, je me considère pas comme tel. Je pense plutôt que ma façon de voir les choses est différente de la vôtre. Au début, je ne lui faisais pas confiance. J'avais peur qu'il aille contacter la police et qu'on ne puisse pas terminer le film. Après tout, il travaillait pour nous. C'est-à-dire qu'il était notre employé. Et vu comment on finit nos anciens employés, j'aurais trouvé ça normal qu'il ait un peu peur pour sa vie et qu'il contacte la police. Malgré tout, il ne l'a pas fait et ça m'a un peu surpris. Sûrement parce que lui et Daniel étaient amis. Faut comprendre pourquoi j'ai dit amis, comme ça. Tant qu'on est dans le sujet des morts choquantes, je vais vous décrire 3 morts qui m'ont marqué. La première à mourir était une jeune adulte d'environ 19 ans, en recherche désespérée d'attention. Alors, pour que des gens la remarquent, elle a décidé de tourner dans notre film. Évidemment, elle croyait qu'elle allait tourner dans un film porno, et elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle attendait. Elle est arrivée au studio 3 jours après le début du tournage. Dans son scénario, il était écrit qu'elle devait faire une fellation à Dave, Frédéric. Elle s'attendait sûrement à tomber sur un mec de son âge. Mais quand elle a vu qu'elle devait sucer un homme de 30 ans, elle a regretté son choix et a voulu quitter le studio. On s'est arrangé pour qu'elle ne le puisse pas. Quelques amis se sont jetés sur elle et lui ont attaché les poignets. Ensuite, ils lui ont injecté une espèce de sédatif pour qu'elle arrête de se débattre. Puis, quand elle a été assez assommée, Frédéric a pris un malin plaisir à la découper en morceaux, puisque c'était la première fois que je voyais une personne mourir d'une manière aussi horrible devant moi. Je ne m'en sentais pas très bien. Mais je ne voulais pas décevoir mon frère ou paraître faible devant mes amis, et je suis resté, et j'ai regardé les derniers instants de la vie de cette fille qui ne cherchait que de l'attention. La deuxième mort qui m'a le plus marqué était celle de l'acteur qui s'était fait couper les cheveux par Frédéric lors de la première scène. On est revenu le chercher vers la fin du tournage. Il était l'avant-dernier à mourir. La scène commence avec un plan d'ensemble de la pièce, la cave abandonnée, avec Vincent assis sur une chaise vissée au sol. La seule différence avec la première scène, c'est qu'il est seul. Frédéric rentre par la porte arrière et s'approche de lui. Il lui arrache ensuite le sac de la tête et lui lèche la joue droite passionnément. Cela dure environ 1 minute. Puis, il déchire le chandail de la victime et attrape un couteau placé sur la chaise vide à côté de lui. Il commence ensuite à découper de gros morceaux de chair de sa victime et rigole. L'acteur ne pouvait pas crier, car il avait un bâillon dans la bouche. Ensuite, avant de l'achever, Frédéric lui coupe les 2 mamelons et lui tranche la gorge. La mort que je n'oublierai jamais est celle d'un dénommé Paul. Pour être honnête, le voir mourir m'a vraiment fait mal, car je l'apprécie beaucoup. Quand on l'a rencontré pour lui parler du film, il était très drôle et très sympathique. Je le trouvais tellement sympa que je lui ai donné mon numéro et on se parlait au téléphone. On se voyait à l'extérieur, on était devenus potes. J'avais oublié le fait que c'était un acteur condamné à mourir dans mon film. Je n'ai pas parlé de cette amitié à mon frère, parce que j'avais peur qu'il me renvoie du tournage du film. Alors, comme je ne pouvais pas trahir mon frère en disant à Paul qu'il allait mourir dans le film, j'ai refait le script pour lui donner une mort rapide. Mais mon frère s'en est rendu compte et l'a réécrit. Et il n'y est pas allé de main morte. Je me suis rendu au studio, mélancolique, et je me suis assis à ma place habituelle. Une petite chaise à côté de la caméra, qui faisait un plan d'ensemble. Généralement, c'était Daniel qui l'utilisait.
Daniel était arrivé plus tôt que d'habitude et avait monté le plateau avec 2 autres personnes. Paul allait mourir dans une cuisine. Dans le script que j'avais écrit, Paul devait nettoyer le lavabo et Frédéric arriverait par derrière et lui planterait une hache dans le dos avant de le décapiter. Elle était censée durer 1 minute. Malheureusement, comme je l'ai dit, Daniel a retouché cette scène de A à Z. Environ 15 minutes après mon arrivée, Frédéric est arrivé. Pour la première fois depuis le début du tournage, il m'a dégoûté. Je n'arrivais pas à croire qu'une personne aussi sympathique que Paul allait se faire tuer d'une façon aussi ridicule. En fait, c'était ce projet qui me dégoûtait. On avait peut-être déjà tué des gens aussi sympathiques que Paul. Je commençais à nous considérer comme des malades mentaux. Quand j'ai entendu Paul entrer dans le studio, je me suis levé brusquement. Je devais voir une dernière fois son visage. Cependant, Daniel savait que j'allais faire ça. Il a donc envoyé 2 mecs devant la porte pour l'attendre. Donc, quand Paul est entré, il s'est fait accueillir par un coup dans le visage et un autre dans le ventre. J'ai crié à ces 2 personnes d'arrêter, mais Daniel m'a fait taire. C'est là qu'il m'a dit qu'il avait changé le scénario. Je ne comprenais pas, je voulais juste revoir une dernière fois mon ami. Mais lui avait mis un bâillon dans la bouche et un sac sur la tête. Ils l'ont ensuite emmené dans la cuisine et l'ont laissé là. Je ne pouvais rien faire pour le sauver. Je suis donc resté assis sur ma chaise, comme un con, à regarder un de mes amis mourir. Quand Daniel a crié « Action », Frédéric est arrivé dans la cuisine, avec un couteau de boucher dans la main. Il s'est approché de Paul. Il lui a enlevé le sac de la tête. Quand j'ai vu son regard terrorisé creuser le mien, j'ai eu l'impression de m'être fait poignarder le cœur. Il s'est ensuite approché de son oreille. Il lui a chuchoté quelque chose dans l'oreille. Après ce chuchotement, des larmes ont commencé à couler des yeux de Paul. Je n'ai su qu'après sa mort, ce que Frédéric lui avait dit. Puis, Frédéric lui a attrapé le bras droit et a commencé à l'écorcher vif. Paul tentait de se débattre en frappant le bras de Frédéric avec son bras gauche, mais Frédéric a sorti un long clou rouillé de sa poche, a immobilisé le bras gauche de Paul contre le sol et a rentré le clou dans sa main. Le bâillon l'empêchait de crier, mais la douleur dans les yeux était bien visible. Frédéric a continué d'écorcher le bras droit de Paul jusqu'à ce qu'il n'ait plus de peau. Quand ça a été fini, il a sorti un autre clou rouillé de sa poche et l'a rentré dans la main droite de Paul. Ensuite, il s'est défoulé sur le bras gauche de Paul. Je me sentais tellement mal. Il a continué à le torturer pendant au moins 5 bonnes minutes, avant de l'achever en lui écrasant la tête avec un extincteur accroché au mur. Je ne vous décrirai pas les autres méthodes qui ont été utilisées pour le torturer, parce que ce serait beaucoup trop long et que ça me dégoûte encore d'en parler. Oui, ça fera bientôt 6 ans que le tournage est terminé, mais j'ai l'impression que les plaies ne se fermeront jamais. Surtout avec la mort de mon frère. Mais nous n'en sommes pas encore à sa mort. Je réalisais qu'à cause de moi, une personne si gentille et sympathique venait de mourir. Peu de temps après la mort de Paul, je suis allé regarder le scénario écrit par Daniel pour voir ce que Frédéric lui avait dit avant de le tuer. Il était écrit « Ton pote Jérémy t'a traîné ici pour m'offrir l'honneur de te tuer. Je suis désolé pour toi, mais tu n'as jamais eu d'amis ici. Et tu n'en auras pas. » Je ne saurais expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai juste eu l'impression d'avoir été poignardé. Mais bon, 2 semaines plus tard, je ne pensais déjà plus à Paul, et j'étais passé à autre chose. Après tout, j'avais mon frère, et c'était la seule personne réellement importante à mes yeux. On a envoyé toutes les scènes à Robert, et il a monté le tout 52 minutes. 52 minutes à regarder des gens se faire torturer, tuer et violer. Comme je l'ai déjà dit, le montage a probablement tué la santé mentale de Robert, car depuis qu'il nous a présenté le produit final, il n'a plus vraiment été le même. Quand on se rencontrait en dehors des heures de travail, malgré son apparence répugnante et son allure de geek, il était très sympa et très drôle. Après les longues séances à nettoyer le studio, après les scènes sanglantes, il était là pour nous remonter le moral. Il ne rentrait jamais dans le studio. J'imagine qu'il ne se doutait pas de la barbarie de nos actes. Enfin, grâce à nous, il a pu voir de quoi certains humains étaient capables. Il avait l'air assez naïf, si je puis dire. Alors, on a créé le site www.sneuf.com et on a publié la vidéo dessus. Vous saurez pourquoi le site est inaccessible plus tard. Je n'ai pas de screen ou de vidéo montrant la page d'accueil, mais je me rappelle par cœur. Au centre, il y avait la vidéo qui se lançait automatiquement. Les visiteurs avaient la possibilité de mettre en plein écran, d'augmenter la taille, la qualité, etc. Bref, tout ce qu'on peut faire avec une vidéo. Et évidemment, pour se faire de l'argent, on a garni la page de toutes sortes de publicités. On ne s'est vraiment pas gêné avec les pubs, car on voulait vraiment faire du bénéfice. On y avait mis tellement d'efforts et tellement de travail. On avait enlevé le droit de vivre à tellement de personnes.
On devait donc honorer leur mémoire en empochant le plus d'argent possible. On a fait connaître le site en collant le lien dans les forums du Deep Web. Je passais énormément de temps à faire la promotion de mon film, car je voulais qu'un maximum de personnes puissent voir ce qu'on avait accompli. J'ai pu faire la connaissance de quelques personnes qui m'avaient l'air sympathiques, mais sans plus. Avec tous les psychopathes du Deep Web, il vaut mieux garder ses distances. Tous les jours, de plus en plus de personnes visitaient notre site. C'était vraiment pas mal de recevoir notre première paye après un mois d'activité. 1200 € à diviser en 10. Donc je me suis fait 120 € en un mois. C'était pas mal, mais ça allait être long avant que ça ne devienne rentable. Et j'avais peur que la police découvre le site et enquête sur nous. Enfin, je dis ça, mais je savais que ça viendrait tôt ou tard. On avait anticipé tout ça en utilisant des logiciels permettant de cacher notre IP et notre localisation géographique. Et Daniel avait créé un autre compte bancaire avec une fausse carte, donc un faux nom, pour pouvoir récupérer l'argent généré sans se faire attraper. Si la police arrivait à découvrir le nom de la personne qui gérait le compte qui récupérait tout l'argent du site, ça ne prendrait pas beaucoup de temps avant qu'on se fasse attraper. Puis un jour, ça a explosé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le site a littéralement explosé du jour au lendemain. Des dizaines de milliers de visites chaque jour. Ça allait beaucoup plus vite que prévu, et c'était à la fois une bonne et une mauvaise chose. Une bonne chose car ça allait générer énormément de revenus, et ça allait devenir rentable beaucoup plus tôt que prévu. Mais une mauvaise chose, car ça allait donner beaucoup trop de visibilité au site trop vite. Donc mon film était beaucoup plus à risque de se faire détruire par la police. Mais bon, j'ai décidé d'être optimiste et d'attendre la fin du mois pour la payer. 18 000 € à diviser en 10. J'avais donc 1800 € dans les poches au bout d'un autre mois. C'était plus que le SMIC. Je ne peux pas expliquer la sensation que ça fait de recevoir un tel montant après tout ce travail. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de penser à tout l'argent que je pouvais me faire si je me débarrassais des autres. 18 000 € par mois. Ça me ferait donc 216 000 € par an. Évidemment, je ne pouvais pas faire ça parce que mon frère était dans le lot. Mais j'avais peur. J'avais peur parce que je venais d'avoir cette pensée. Et je pense que j'étais le moins dérangé mentalement dans le groupe. Je savais que les autres y pensaient quand je les voyais. Je savais qu'ils souhaitaient secrètement la mort de tout le monde pour récupérer les gains. Je pouvais vivre avec cette pensée, et elle ne me faisait pas spécialement peur. Souhaiter secrètement la mort d'une ou plusieurs personnes est normal. Cependant, ce qui m'inquiétait, c'était de voir quelqu'un faire ce que son esprit lui ordonnait. Tuer tout le monde. Les mois ont passé, et j'avais plus de 20 000 € dans les poches. On se faisait tellement de fric. Par tellement de fric, je veux dire environ 25 000 € à diviser en 10. Et le nombre de visiteurs ne faisait qu'augmenter. Ce qui est étrange étant donné qu'il n'y a qu'un film sur le site. Était-il si bon que ça? Je l'ignore, mais tout ce que je sais, c'est que ça marchait et je comptais en profiter le plus possible. Daniel m'avait parlé de tourner une suite, mais je n'étais pas sûr de vouloir le faire. C'était une expérience intéressante et enrichissante, mais je n'avais pas vraiment envie de revivre tout ce que j'avais vu. Puis est venu le jour où on a retrouvé Rémi mort chez lui. Il nous avait aidé à faire le film, et il prenait 1/10 des bénéfices mensuels. Normalement, ça ne m'aurait pas inquiété, ni même touché de savoir qu'il était mort. On s'était perdu de vue de toute façon. Cependant, il a été retrouvé mort chez lui, la gorge tranchée. Ce qui veut dire qu'il a été assassiné. J'ai fait part de mes inquiétudes à Daniel, et il m'a dit de ne pas m'en faire, que c'était probablement une coïncidence. Je voulais le croire, je voulais tellement le croire. Mais quand Guillaume et Oscar ont aussi été retrouvés morts, l'un d'eux s'est pendu et l'autre s'est fait écraser par une voiture, je savais que quelqu'un parmi nous était en train de nous supprimer pour tout récupérer. Je vivais dans la peur. Je ne sortais jamais de chez moi. Je fermais mes fenêtres à clé et je ne parlais à personne, excepté mon frère. C'était la seule personne en qui j'avais confiance. J'avoue que c'était assez stupide, étant donné que c'était le suspect numéro 1 dans cette affaire. Parce que c'est lui qui devait récupérer l'argent et le diviser. Et aussi, il sortait beaucoup pendant la nuit, et il ne me disait jamais où il allait. Enfin, je dis ça, mais je connais mon frère, et je sais qu'il ne tuerait jamais ses amis et son propre frère. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais un mois après avoir créé le site avec mon film, Daniel et moi avons emménagé dans un petit appartement. On avait prévu de créer un petit studio de cinéma, et de créer notre entreprise. Il était ambitieux, et je l'admirais pour ça. Tous les mois, quelqu'un mourait, et j'étais pratiquement convaincu qu'il s'agissait de Frédéric. J'en ai parlé à Daniel, qui s'est finalement convaincu lui aussi qu'il y avait un assassin parmi nous, et il a été d'accord avec ma théorie. Malheureusement, à chaque fois qu'on l'appelait pour lui parler, il ne nous répondait pas. Absolument impossible de le contacter.
J'essayais de convaincre Daniel de ne pas sortir la nuit, mais il y allait quand même en me disant qu'il avait des affaires à régler. Nous n'étions plus que 4 à récupérer l'argent de mon film. Moi, mon frère, Frédéric et Robert. Il y avait de moins en moins de visiteurs, normal vu qu'on ne publiait plus rien depuis des mois, mais on recevait encore assez d'argent pour pouvoir en vivre. Un jour, Daniel m'a dit qu'on allait devoir engager de nouvelles personnes pour pouvoir tourner la suite de mon film, toujours sans nom. J'ai accepté à contre-cœur, mais je lui ai demandé d'attendre un peu, car je ne me sentais pas en sécurité. Depuis quelques jours, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait par la fenêtre de ma chambre. Et un jour, j'ai appris le décès de mon frère, Daniel, alors qu'il était en train de s'amuser dans une boîte de nuit avec quelques amis qui s'étaient faits et dont il ne m'avait jamais parlé. Selon les témoins, après avoir bu quelques verres, il se serait effondré par terre en se tenant la poitrine. Le légiste a conclu qu'il s'agissait d'un infarctus de myocarde, crise cardiaque, et je me suis retrouvé tout seul. Tout le monde pensait que c'était une mort accidentelle, mais je savais que quelqu'un l'avait assassiné. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Je savais que Robert ou Frédéric l'avaient tué. Et je savais aussi que j'étais probablement le prochain. J'ai passé tout le mois suivant la mort de Daniel à faire mon deuil. Et à rencontrer des membres de famille que je ne connaissais même pas. S'ils avaient su ce que le petit Daniel avait fait avant de mourir. Mon deuil fini, j'ai fermé le site. Mon film m'avait apporté tellement de bonnes choses tout en m'en retirant. Je me devais de le supprimer. Je savais que ça mettrait en colère l'assassin et qu'il viendrait pour moi. Et c'est ce que je voulais. Je devais venger mon frère. Il voulait tellement accomplir ses rêves avec moi, et un connard l'en avait empêché. C'était mon devoir de découvrir son identité, et de lui enlever la vie, comme il avait enlevé celle de Daniel. Un soir, alors que j'avais du mal à dormir, j'ai entendu quelque chose en train de se faire crocheter. Mon sang s'est figé dans mes veines, et je me suis mis à suer, comme je n'avais jamais sué. J'ai levé ma tête, et lentement, j'ai regardé en direction de la fenêtre. Très discrètement. Quelqu'un essayait de l'ouvrir. C'était lui. C'était la personne qui avait assassiné mon frère. C'était la personne que je devais tuer. Je n'ai pas eu besoin de regarder plus de 3 secondes pour reconnaître son ventre d'obèse. C'était Robert. Environ 30 secondes plus tard, il avait réussi à ouvrir la fenêtre et venait d'entrer dans ma chambre. Je ne savais pas quand viendrait le bon moment, mais je savais qu'il viendrait. Tout ce qui m'inquiétait, c'était de ne pas savoir comment il s'y prendrait. Allait-il m'égorger, m'étrangler, me poignarder, m'empoisonner? Je n'en avais pas la moindre idée. Puis, j'ai pu entendre ses pas. Il s'approchait lentement de moi, sûrement, pour ne pas me réveiller. C'était une bonne chose de remarquer cela, car ça voulait dire que je pouvais jouer sur le facteur de la surprise, l'attaquer au moment où il s'y attendait le moins. Il était là, à 1 mètre de moi, et j'ai pu l'entendre parler. Tu as été imprudent. Tu n'as rien remarqué même après la mort de ton frère et des autres. Que tu es bête. Ça m'inquiétait. Savait-il que j'étais réveillé? Cependant, malgré ma crainte, je faisais toujours semblant d'être endormi, et je gardais un visage neutre. Puis il a continué. Tu ne te rendras même pas compte de ce qui t'arrive. Tu as de la chance. Les autres ont vu la mort arriver. Mais toi, tu ne te doutes de rien. Allez, finissons-en. J'ai à peine ouvert mes yeux, juste assez pour le voir se rapprocher avec la lame d'un couteau à la main droite. Je me préparais. Dès qu'il s'arrêterait, j'allais me jeter sur son bras pour attraper le couteau et je le tuerais avec sa propre arme. J'avais du mal à contenir mon excitation. Ça lui a environ pris 10 secondes pour se rapprocher de moi. Et je peux vous dire que jamais je n'aurais pensé que 10 secondes pouvaient être aussi longues. Et il s'est arrêté. Pour me donner du courage, je me suis mis à crier en même temps que je me jetais sur lui. Je n'avais jamais senti autant d'adrénaline dans mon corps, et je peux vous dire que cette adrénaline m'a été très utile. Sans elle, je n'aurais jamais eu le courage de faire ça. Apparemment, Robert ne se doutait de rien, car il a eu du mal à s'en remettre, et aussi, lui prendre le couteau des mains a été plus facile que prévu. Le couteau dans les mains, l'assassin de mon frère par terre juste devant moi. Plus rien ne pouvait m'arrêter. Excepté la personne qui se tenait derrière. J'ai senti la lame entrer dans mon dos, et c'était horrible. Ce bout de métal était en train de se frotter à ma colonne vertébrale. J'étais paralysé. Je ne pouvais pas me défendre, tandis qu'il faisait tourner la lame dans la plaie. J'ai entendu un rire, et j'ai reconnu Frédéric. Je ne l'ai pas dit, mais j'avais peur aussi qu'il était complice. À mon avis, c'était la pire chose qui puisse m'arriver. J'avais eu de la chance jusqu'à là, mais malheureusement, tout allait beaucoup trop loin. J'ai lâché mon couteau, et j'ai poussé un dernier cri pour faire comprendre à tout le monde que j'avais essayé, mais que j'avais échoué. C'était aussi un cri de pardon pour mon frère et tous les autres qui étaient morts à cause de mon film.
je n'avais pas réussi à les venger. Finalement, Frédéric a retiré la lame et je suis tombé sur le ventre, quasi inconscient. Je ne pensais pas qu'un coup de couteau dans le dos pourrait me mettre KO à ce point. J'espérais avoir assez de force pour lui planter mon couteau dans le corps, mais toute mon adrénaline et mon énergie se sont volatilisées au moment où cette putain de lame est entrée en moi. Je faisais le mort en espérant qu'ils me laissent tranquille, et ils ont commencé à discuter. Je ne me rappelle pas de tous les mots exacts, mais en gros, c'était quelque chose comme ça. Merci. Il m'aurait tué s'il n'avait pas été là. Y a pas de problème. Je crois qu'il est mort. Je dirais que oui, il est parfaitement immobile. Peut-être, mais découpons-le un peu. On n'est jamais trop prudent. Il fait peut-être semblant. Ouais, tu as raison. Mais avant ça, je ne vais pas mentir, je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Mais de ce que j'ai pu voir, Frédéric venait de plaquer Robert contre le mur. Et étant donné qu'ils avaient le dos tourné, j'en ai profité pour me mettre à genoux, malgré la douleur lancinante. Puis, j'ai entendu quelque chose tomber par terre. Un liquide. Au début, j'ai cru que c'était du sang qui s'écoulait de mon dos. Mais en fait, ça venait du coup de Robert. Frédéric venait de lui planter la lame dans la gorge. Je voulais rester en vie. Je voulais continuer à vivre pour moi, et pour mon frère et tous les autres. J'utilisais mes dernières forces pour me lever. Attraper un chandelier qui traînait sur une table à côté de moi, et le fracasser sur la tête de Frédéric qui était encore occupé à tuer Robert. Ce premier coup l'avait probablement tué, vu que j'avais réussi à lui ouvrir le crâne. Mais ce n'était pas assez. J'abattais le chandelier encore et encore sur son crâne de merde. Des gouttes de sang et des morceaux de cervelle et d'os volaient partout autour de moi. Je continuais de frapper, même s'il ne restait plus qu'un tas d'os mouillé par terre. Je lâchais le chandelier et je hurlais. J'avais réussi. Je me suis écroulé par terre. Je devais utiliser le peu d'énergie qu'il me restait pour attraper le téléphone et appeler la police. J'ai composé le 17 et j'ai dit à la personne au bout du fil mon adresse et qu'il y avait des morts. Elle voulait en savoir plus, mais j'ai raccroché pour profiter du seul moment paisible que j'avais depuis le début des morts. Je pouvais entendre un souffle rauque et je me suis rendu compte que Robert était encore en vie. J'ai levé légèrement la tête et j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune chance de survie. Toute la lame était dans sa gorge et il était cloué au mur. Du sang s'écoulait de sa blessure et il avait tenté de retirer le couteau de son corps. J'ai ri, avant de m'évanouir en pensant à Daniel et tous ceux qu'on avait envoyés à l'abattoir. Je me suis réveillé dans un hôpital, une infirmière à mes côtés. J'ai tenté de bouger, mais elle s'est retournée vers moi et elle m'a dit de ne pas bouger. Apparemment, ça ne ferait qu'empirer mon état. J'avais envie de parler, mais impossible, aucune force. Je n'avais de toute façon pas envie de parler. Le lendemain, des flics sont venus me parler. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé cette nuit-là. Je leur ai un peu menti. J'ai expliqué ce qui s'était passé durant la nuit, mais je n'ai pas évoqué mon film, ni Daniel, ni n'importe qui étant impliqué dans le projet. Et j'ai aussi dit que je n'avais aucune idée de pourquoi ils avaient tenté de m'assassiner. Cependant, je pense pas qu'ils aient gobé toute mon histoire. En fait, j'avais peur que Robert ait survécu à sa blessure. C'était peut-être stupide d'avoir pensé ça, mais je pense que ce n'était pas impossible. Imaginez s'il avait survécu et qu'il avait parlé. Ça aurait été la fin de ma vie. Heureusement qu'il est décédé avant que les flics n'arrivent. J'ai reçu beaucoup d'amour de la part de mes parents, et la police a conclu que c'était un acte de légitime défense, même s'ils continuaient à me surveiller et à m'interroger à l'occasion. Ils n'ont jamais pu connaître le mobile, et tant mieux. Je suis retourné vivre chez mes parents, et j'ai continué mes études, en marketing cette fois-ci. Et j'ai dépensé gentiment tout l'argent qui venait de mon film. Tout ce qui me reste qui peut me rappeler cette expérience, c'est ma mémoire et ce fichier nommé monfilm.mp4 sur mon PC portable. Un fichier que je n'ouvrirai plus jamais, mais que je ne supprimerai pas. Daniel y tenait tellement à ce projet. Ce serait le déshonorer de le supprimer. Pour tout vous dire, je ne m'appelle pas Jérémy, et mon frère ne s'appelait pas Daniel. Je partage mon histoire anonymement pour ne pas me faire emmerder dans la vraie vie. Je suis un nouvel homme, et je pense que partager ce que j'ai sur le cœur me permettra de passer à autre chose. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai appelé ce film mon film pendant tout le récit, alors que j'ai très peu participé au tournage? Je n'ai fait qu'écrire le script après tout. Si ce film devait appartenir à quelqu'un, c'est bien mon frère. Et bien étant donné que je suis la seule personne encore en vie, ayant participé à la production du film, je pense qu'il m'appartient. Et aussi, ça aurait été lourd d'appeler ça le film de mon frère, pendant toute l'histoire. Vous ne trouvez pas? Mon film, c'est clair, précis et efficace. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter. Au revoir. Ah, aussi, je vais rajouter un petit truc vite fait. Je suis un peu à court de liquide et je ne sais pas quoi faire. Mes parents refusent de me donner de l'argent. Il faut que je sois indépendant, disent-ils. Foutaise. Et je n'arrive pas à me trouver un job.
c'est vraiment de la merde. J'ai ce fichier sur mon PC, et que j'hésite à mettre en ligne. Ça va sûrement me permettre de sortir du trou financier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Salut à tous. J'ai beaucoup hésité avant de publier sur ce site. Tout d'abord, sachez que je prends de gros risques en décidant de rendre public le témoignage qui va suivre. Non pas que je redoute les représailles contre ma propre personne, mais j'ai une famille. J'ai donc longuement pesé le pour et le contre. Ensuite, je suis conscient qu'il y a de fortes chances pour que vous ne me preniez pas au sérieux. Après tout, qu'est-ce qu'une creepypasta ? Sinon 95% de fiction et 5% de réalité. Beaucoup crieront au fake, et je ne peux pas leur en vouloir. Quand on est confronté de loin à l'horreur, on cherche inconsciemment à se persuader qu'elle n'existe que dans l'esprit des autres. C'est plus réconfortant. Cela dit, j'ai fini par me convaincre que le choix de ce site était le plus pertinent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ailleurs, mes publications auraient été trop exposées au regard malveillant. On me surveille. Ici, en revanche, je pense être à l'abri car mes relations de travail ne fréquentent pas ce genre de site. Et de toute façon, je pourrais toujours prétendre en cas de difficulté que mon témoignage est une creepypasta et que par conséquent, il est fictif. Maintenant, qu'est-ce qui me motive à prendre autant de risques ? À vrai dire, mon objectif est de dénoncer des activités criminelles qui sont l'œuvre d'un groupement organisé et hautement sophistiqué. À l'heure qu'il est, les auteurs de cette organisation sont toujours en liberté et continuent à se livrer à leur commerce contre nature. Et cette idée m'est insupportable. Du coup, et même si je sais que bon nombre d'entre vous me liront avec scepticisme, je m'adresse à la minorité que je ferai douter. Toute aide sera la bienvenue. Si vous détenez ou pensez détenir des informations qui permettraient d'identifier les personnes du récit qui va suivre, je vous prie de bien vouloir me contacter en privé. Je veillerai également à lire tous vos commentaires et à y répondre si besoin. Maintenant, permettez-moi de me présenter brièvement. Jusqu'à une période très récente, j'étais commissaire de police dans un petit commissariat de province, dont je tairai le nom pour d'évidentes raisons de confidentialité. Je bossais à la brigade de protection de la famille, plus communément appelée brigade des mineurs. Mais j'ai longtemps été affecté à la brigade criminelle. J'étais alors un abonné aux découvertes macabres et autres dossiers qui vous empêchent de dormir la nuit. Je ne pourrais évidemment pas dire qu'on s'y habitue, mais bon, on apprend à vivre avec et à construire sa propre coquille professionnelle, celle qui vous empêche de trop vous impliquer émotionnellement dans vos enquêtes. Des cellules psychologiques sont mises en place et nous permettent de tout déballer. Ça fait du bien, mais sans plus. Bref, tout ça pour vous dire que l'horreur, on finit par vivre avec. Seulement voilà. 7 années de bons et loyaux services à la crime m'ont permis de catégoriser les dossiers morbides selon leur degré d'immoralité. Je précise qu'il s'agit d'un classement fictif issu de mon seul ressenti, et non d'une statistique officielle. En bas de l'échelon, on trouve la criminalité ordinaire, meurtre, empoisonnement, viol. C'est insupportable bien sûr, mais très courant et assez classique. Au niveau intermédiaire, viennent les aggravations. Les crimes précités sont alors commis sur des mineurs, des handicapés ou des personnes âgées, parfois dans des conditions sordides. Et enfin, au niveau ultime, on assiste à des aberrations. Démembrement à la tronçonneuse, étranglement de la victime avec ses propres viscères, ou encore autocannibalisme. Ce dernier niveau regroupe les cas les plus atroces et heureusement les plus rares. Toute ma carrière s'est ainsi construite autour de ces 3 catégories de ressentis. Pourtant, lorsque l'affaire Huggy Doll est survenue, j'ai dû me rendre à l'évidence. Il existait une catégorie supplémentaire, la plus élevée dans l'échelle de l'insupportable. Je l'ai nommée l'innommable. Le jeu de mots est involontaire. Cette catégorie est si invraisemblable qu'elle ne contient que l'affaire précitée, celle dont je vais vous parler maintenant. Il n'y a pas si longtemps, j'étais de permanence de nuit. Mon équipe et moi avons été contactés par le CIC,
le centre d'information et de commandement, le fameux 17 police secours. Ils avaient reçu un appel inquiétant d'une fillette en pleurs, qui expliquait que son papa l'avait punie avant de quitter la maison familiale en la laissant toute seule. Sa mère était décédée et elle vivait sous la garde exclusive du père. La petite affirmait que l'intéressé n'était pas revenu depuis plusieurs heures et qu'il ne lui avait donné aucune information sur son éventuel retour. Il n'avait pas non plus pris la peine d'emmener son smartphone avec lui. Craignant un abandon d'enfant, une équipe a été dépêchée sur place afin de vérifier le sérieux des déclarations de la fillette. Les canulars sont très fréquents parmi les appels au 17. Au passage, elle disait s'appeler Sarah. Une fois arrivés sur les lieux, les collègues ont frappé à la porte du domicile, à l'adresse indiquée lors de l'entretien téléphonique. La jeune Sarah n'a pas tardé à ouvrir la porte, mais elle affichait, selon Lisette, un air fragile et très craintif. Et surtout, elle présentait des ecchymoses au niveau du visage, sous les yeux. Suspectant la présence de blessures plus graves sur d'autres parties de son corps, ceux du 17 ont fini par contacter mon équipe afin de passer le relais. Nous nous sommes empressés de nous rendre sur les lieux. Dès que mon regard s'est posé sur Sarah, j'ai tout de suite eu des bouffées de rage. Voir cette gamine de 8 ans, blondinette aux yeux bleus, marquée par des traces certaines de coups, apeurée et angoissée à l'idée de ne plus revoir son paternel qui la battait, me révoltait. Si je retrouvais ce fumier, je n'aurais eu aucun mal à commettre ce que nos bons journalistes appellent communément une bavure. Toujours est-il que les traces de violence étaient là, et j'ai donc décidé d'agir en flagrance. Cela signifie que j'avais suffisamment d'indices apparents en ma possession pour perquisitionner le domicile du père de Sarah, toujours absent. N'ayant pu joindre téléphoniquement ni le propriétaire des lieux, ni son entourage, j'ai fait appel à 2 voisins pour assister à la fouille de la maison, conformément à la loi. Pendant que mon équipe débutait son inspection dans le hall d'entrée de la demeure, je me suis employé à rassurer la petite Sarah sur nos intentions. Je lui ai déclaré que son papa allait revenir, que nous étions justement là pour le retrouver et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Cette pauvre petite, c'était... Ce pauvre petit être, grelotté de terreur à l'idée d'être corrigé par son géniteur, car elle avait appelé la police, et papa n'aime pas quand je parle avec des étrangers. Je lui ai répondu que c'était une bonne chose que de se méfier des étrangers, qu'on pouvait y remédier et faire connaissance. Je lui ai alors dit mon nom, et je lui ai montré une photo de mon fils de 9 ans, glissée dans mon portefeuille. Tu vois, je ne suis plus un inconnu maintenant. Tu sais comment je m'appelle, et que je suis papa d'un enfant qui a presque ton âge, et que je travaille dans la police pour protéger les personnes comme toi. Je pense que ça l'a un peu rassurée. Elle m'a adressé un petit sourire timide, et s'est essuyé les larmes qui coulaient sur ses joues. Je lui ai alors demandé si elle savait pourquoi son père avait quitté la maison subitement. Et c'est là qu'elle a commencé à me parler de guidole. Ce terme n'est pas sorti de sa bouche, je l'ai découvert peu après. Sarah m'a raconté que son anniversaire approchait. La veille, elle avait vu son père descendre dans la cave avec un gros paquet dans les mains. Ça l'avait remplie de joie, elle savait que c'était son cadeau. Bien sûr, elle savait aussi que son papa n'accepterait jamais qu'elle ouvre sa surprise avant la date d'anniversaire. En plus, la cave lui était interdite, car elle contenait un certain nombre d'objets tranchants qui pourraient la blesser. De toute façon, s'était-elle dite jusqu'à présent, cela lui convenait parfaitement, puisqu'elle avait peur des caves, ces endroits sombres et qui sentaient mauvais. Oui, mais voilà, l'envie était trop forte à ce matin-là. Elle avait fini par échapper à la vigilance du père, alors captivée par une retransmission d'un match de foot. Elle descendit donc les escaliers qui menaient à la fameuse cave. L'obscurité lui faisait peur, mais elle pensait très fort à son cadeau et ça lui redonnait du courage. Elle courut jusqu'en bas des marches en un temps record et fut pleinement contentée. Le gros paquet se tenait là, sur le sol, au milieu de la pièce. Il était gros, si gros, c'était sûr, il pouvait contenir une énorme peluche ou une locomotive avec ses rails et sa gare de départ. Bon, elle serait peut-être punie pour avoir déballé sa surprise en cachette, mais ça en valait la peine. Elle avait donc déchiré précipitamment le carton et s'était aperçue que l'objet, à l'intérieur, était emballé dans un plastique avec des bulles. Note: je n'ai appris que bien plus tard, lors de la garde à vue du père, qu'on a fini par retrouver, que Sarah s'était mise à hurler depuis la cave. Le père, au courant de ce que sa fille venait de faire, l'avait finalement remontée et punie. Et pour finir, était parti en trombeau de chez lui en emmenant que ses clés de voiture.
Mais à ce stade du récit, j'ai demandé à Sarah ce que contenait le paquet. Mais elle se recroquevillait devant moi. On aurait dit qu'elle faisait une crise de tétanie. Elle a été incapable de m'en dire plus. Et j'ai ordonné à une collègue de venir la rassurer à ma place, afin que je puisse inspecter l'habitation. Sarah, toujours muette, s'était mise à tendre son bras chétif et à désigner une porte qui faisait le coin, au fond du couloir d'entrée. Elle serrait les dents et se raidissait. J'étais habitué à ce genre de réaction, et j'ai vite compris que quelque chose l'avait terrorisée dans cette cave. J'ai donc pris un collègue avec moi et ouvert la fameuse porte qui menait aux escaliers descendants. La pièce sentait bien évidemment l'humidité. L'éclairage au néon était tamisé et la lampe clignotait incessamment. La représentation classique d'une cave en somme. Après avoir effectué quelques pas, j'ai effectivement découvert un paquet en carton au milieu de la pièce, déballé et assez grand pour contenir un grand vase. Détail particulier, chaque côté du carton était percé de plusieurs petits trous. Mais le paquet était vide. Au fond du lieu, il y avait une petite table sur laquelle était posé un ordinateur portable, caché par la noirceur de l'endroit. Le PC était en veille et j'eus facilement accès à la session du père, un certain Mitch, peut-être pour Michel. Ce dernier n'avait visiblement pas pris soin de verrouiller sa machine avec un mot de passe. Pratique pour nous, nous n'aurions peut-être pas besoin de réquisitionner un technicien informatique. Une seule page était ouverte, en poche sur le bureau. Quand j'ai cliqué dessus, je me suis aperçu qu'il s'agissait de sa messagerie. Son dernier mail reçu d'un expéditeur inconnu indiquait en anglais que sa transaction avait été validée et qu'il recevrait sa commande, Eugidol, prochainement. La note était signée RRC, sans autre précision. Pas terrible comme piste. Je voulais effectuer une recherche internet, mais le réseau manquait. Il a fallu que je remonte au rez-de-chaussée avec mon collègue pour vérifier si je pouvais obtenir quoi que ce soit d'intéressant à propos de RRC. Avant d'entamer une quelconque recherche, mon collègue prénommé Franck m'a interpellé. Il a fait un rapprochement entre le mot « doll », poupée en anglais, et l'acronyme RRC. Je pense savoir de quoi il s'agit. C'est clairement une cyberescroquerie bien tordue, m'a-t-il clairement dit. Franck a eu une bonne expérience en matière de cybercriminalité et a passé un temps fou sur le web profond il y a quelques années. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, il m'a expliqué qu'il était fort probable que l'expéditeur du mail, le fameux RRC, soit un escroc qui s'inspirait d'une creepypasta pour plumer des acheteurs à la sexualité dérangée. Il a commencé à me raconter une histoire abominable, une sorte de légende urbaine selon laquelle un forum du web profond, surnommé RRC, pour Communauté du vrai viol, regroupait des membres dérangés qui promouvaient les viols et tortures sur mineurs. Selon cette légende, l'un des membres de ce forum avait publié un post où il racontait être un chirurgien yougoslave qui était en mesure de fabriquer des sextoys humains avec de vrais enfants vivants. Selon ses dires, il kidnappait des orphelins, leur enlevait bras et jambes, arrachait leurs dents et leurs cordes vocales et les rendait aveugles pour en bref en faire des véritables petits esclaves sexuels. Évidemment, il s'agissait d'une creepypasta et donc très certainement d'une fiction. Franck n'a jamais pu trouver un tel forum sur le Darknet, malgré le fait qu'il existe une mention de RRC sur l'Hidden Wiki. Franck en arrivait donc à la conclusion que l'expéditeur du mail était un escroc qui se servait de la creepypasta du chirurgien yougoslave pour arnaquer des malades mentaux comme Mitch, le père de la petite Sarah. Si elle avait raison, l'affaire allait s'avérer plus grave qu'un simple abandon d'enfant. On serait sûrement amené à contacter une cyberpatrouille. Je n'ai pas eu le temps d'approfondir mes réflexions, ni d'entamer des recherches sur le père de Sarah, car des hurlements ont soudain jailli de la cave. J'ai instantanément reconnu les voix des deux voisins que j'avais emmenés ici comme témoins. Franck et moi, on s'est bien sûr précipités dans le sous-sol, l'arme de service au poing, prêt à se défendre contre toute menace. Quand je me suis retrouvé à nouveau dans la pièce humide, devant le paquet vide, je n'ai d'abord rien vu. Le faible éclairage n'était pas, et je n'arrivais à percevoir que les pas précipités des voisins qui se sont empressés de quitter la cave en me bousculant violemment au passage. J'ai tout de suite demandé à Franck s'il comprenait ce qu'il se passait, et c'est à ce moment qu'il m'a désigné du doigt le fond de la pièce, plongé dans les ténèbres. La terre avait été remuée depuis notre première visite, et quelque chose qui y était jusqu'à présent enfoui remontait à la surface. Je me suis agenouillé pour y regarder de plus près. Il s'agissait d'une couche pour enfants usagés. Je restais perplexe. C'était sans aucun doute dégoûtant, mais de là à pousser des cris et à fuir comme l'ont fait nos témoins. J'allais demander poliment aux voisins de redescendre pour poursuivre la visite des lieux, quand la terre s'est soudainement mise à vibrer près de la couche usagée.
Du peu que j'en discernais au premier abord, on aurait pu penser à un petit chien enterré sous la terre et qui cherchait à en sortir. Mais non. On était face au contenu du paquet. Face à ce que Sarah avait découvert en ouvrant ce qu'elle croyait être son cadeau. Face à Huggy Doll. Je vais essayer tant bien que mal de vous décrire la scène qui s'en est suivie. Mais c'est très dur pour moi de revivre mentalement cet instant. Je le fais uniquement pour retrouver les monstres qui ont fait ça et les mettre hors d'état de nuire. Cette chose meurtrie qui sortait du sol de la cave sous nos yeux exorbités avait été ensevelie à la va-vite par Mitch avant son départ précipité. Quand il avait réalisé que Sarah était tombée sur son paquet, il avait essayé d'enterrer la chose qui s'y trouvait. Je ne devrais pas la désigner comme une chose, car il s'agissait bien d'un être humain. Mais c'est comme ça que je l'ai qualifié intérieurement, la première fois que je l'ai vu. Une chose surgissant du sol, rampant comme un serpent, en grésillant. Huggy Doll. En fait, on avait devant nous un buste humain vivant, simplement relié à une tête défigurée. Ni bras, ni jambes, mais des moignons mouillés de pu, en guise de membres. Le corps agité était brûlé à 60% de sa surface, et des lambeaux de chair pendaient encore par-ci, par-là. Du vagin lacéré pendait un cordon ombilical, couvert de poussière, rattaché au reste d'un fœtus de 5 mois, en état de décomposition. Mais je crois que le pire, c'était la tête de la malheureuse victime. Elle n'avait plus ni cheveux, ni oreilles, ni nez. La peau du visage avait été intégralement retirée, et les muscles rougeoyants étaient clairement apparents. La victime avait eu les yeux arrachés, et on avait placé dans ses orbites creuses des yeux de verre grossièrement peints, comme ceux d'une poupée au regard exorbité. Quant à ses dents, elle n'en avait plus, mais ses mâchoires inférieures et supérieures étaient reliées par plusieurs fines tiges de métal qui se dressaient à la verticale. Pensez au fanaux d'une baleine, et vous aurez une idée du résultat. Le corps dans son ensemble réussissait à se déplacer lentement à la surface de la cave. La victime parvenant à avancer en prenant appui sur son menton. Elle grésillait de douleur, mais ne parvenait jamais à monter plus d'une marche. Dans une dernière lamentation lugubre, le petit buste s'est finalement laissé retomber au sol. La chose venait de mourir. Frank a été le premier à retrouver la maîtrise de ses mouvements et a immédiatement décidé d'appeler les secours. Après avoir consigné l'ensemble de mes observations procès-verbales, je fus mis d'office en arrêt maladie, avec l'obligation de consulter régulièrement un psychiatre. Mais cela n'a rien changé. Toutes les nuits, je me réveille en sueur, avec l'image parasite de ce tronc meurtri, rampant à l'aide de son menton. Au début, le souvenir de la victime m'effrayait. Son aspect d'épouvante faisait naître de la peur en moi. Mais avec le temps, la peur a laissé place au déchirement et à la peine. Je n'osais même pas m'imaginer ce qu'avait enduré ce petit être défiguré, amputé et torturé, transporté dans un carton avec des trous pour qu'elle respire et une couche pour qu'elle se soulage. Elle avait dû accoucher pendant le transport en conteneur et n'avait d'autre choix que de rester liée jusqu'à sa mort, à sa progéniture moisie. Malgré toute sa souffrance, elle avait essayé jusqu'au bout d'avancer, de fuir, de monter ses marches, du mieux qu'elle le pouvait. Elle luttait. Et moi, je regardais bêtement, incapable d'agir. Cette idée m'est insupportable. J'ai très vite fait une dépression, et les traitements sont devenus inutiles. Je ne cesse de pleurer, je m'en veux. J'ai appris que des tests biologiques avaient été effectués sur la victime. Elle avait 11 ans quand elle a rendu l'âme dans cette cave, sous mes yeux. À ce jour, on n'en sait pas plus sur son identité. Le père de Sarah, Michel Dors, a été retrouvé à la frontière suisse. Il a consenti à s'expliquer sur les circonstances de son départ de chez lui, mais n'en a pas dit plus. Il s'est réfugié derrière son droit au silence jusqu'au bout. Pire encore, le procureur a décidé de classer cette affaire sans suite. De toute ma carrière, je n'avais jamais vu ça. On avait le corps d'une jeune fille de 11 ans qui avait été torturée et vendue au suspect. C'était plus que suffisant pour ouvrir une instruction. Mais le procureur n'a rien voulu entendre. Ceux de mes collègues qui ont poussé une gueulante
ont été sévèrement rappelés à l'ordre. L'affaire n'a jamais été ébruitée. Pas de fuite dans les médias, pas de communiqué de presse du parquet. Le silence absolu. Ma hiérarchie m'a fait promettre de passer à autre chose, mais j'ai préféré démissionner de la police. J'ai le sentiment d'être sur écoute. On me surveille. Jamais je ne pourrai m'enlever ces images de la tête. Le calvaire de cet enfant, qui a été réduit à l'état d'objet et surnommé Eugidol. Le père de Sarah a été simplement reconnu coupable de violence sur mineur et n'a écopé que de sursis, assorti à une interdiction de prendre contact avec sa fille. Il a quand même été déchu de son autorité parentale. Sarah, quant à elle, a été placée dans une famille d'accueil qui apparemment la traite correctement. Je n'en sais pas plus. Si, une dernière chose, et pas des moindres. Après ma démission, Franck a continué à me tenir informé des avancées de l'affaire Eugidol, avant qu'elle ne soit classée sans suite. Et la dernière découverte qui avait été faite m'a achevé. Voici un nouvel échange de mails, retrouvé sur l'ordinateur de Mitch, et adressé à RRC 1 an avant l'envoi de la commande. Le message a été traduit. Comme convenu, j'ai déposé le colis auprès de votre contact. J'espère que vous le recevrez prochainement. Pour répondre à votre précédente question, je vous confirme que je n'ai plus aucune attache avec le dit colis. Les quelques mois passés en sa compagnie ont fini par me lasser. C'est donc sans aucun regret que je consens à m'en séparer, afin que vous me l'optimisez. Je suis conscient des risques de fabrication, et suis prêt à passer outre. De toute façon, je n'avais obtenu cette marchandise sur le marché noir que pour mieux vous la confier. Personne n'est au courant. Ma femme est morte, et ma fille Sarah ne sait rien. J'ai hâte de jouer avec la poupée améliorée que vous vous apprêtez à confectionner à partir de ce que je vous ai envoyé. Mes sens en palpitent d'avance, dans l'attente de votre retour. Bien cordialement, Mitch. Vous connaissez tous assez bien l'affaire Eugidol. Si vous ne connaissez pas cette affaire épouvantable, je vous invite à cliquer dans le lien en description pour l'écouter. Je vais ici vous parler d'une histoire macabre qui m'a fait penser à cette affaire. C'est une histoire horrible, je demande donc aux personnes qui sont assez sensibles de quitter la vidéo. C'est sur Reddit que utilisateur 1875, qu'on va appeler ici Franck, a posté un témoignage glaçant. Franck est policier, ou du moins était, car après cette affaire, il a voulu arrêter. Il explique qu'il doit être sûr que personne ne le reconnaîtra, car il risque très gros. Lui, il s'en fout de mourir, mais il dit qu'il a des personnes à protéger. C'est dans un petit village en Amérique que ça s'est passé. Il ne nous dit pas où, car il ne veut absolument pas donner d'indices à de potentiels chasseurs de tête. Il est policier depuis quelques années, et tout se passe plus ou moins bien. Il a parfois des affaires un peu difficiles, mais en général, ce sont beaucoup d'affaires de violence conjugale, de bagarres ou de trafic de drogue. Il n'a jamais été vraiment confronté à des affaires de tueurs en série ou des choses comme ça. Mais un matin, il reçoit l'ordre de se rendre avec un collègue dans une ferme pour aller avertir le propriétaire que des jeunes tuent les animaux du coin pour faire des rites sataniques. Donc, il doit faire attention à ses bêtes, les surveiller, etc. Juste de la prévention. Il précise que les rites sataniques n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il va vivre, mais que c'était à cause de ces événements plutôt banals d'adolescents en manque de sensations qu'il va vivre l'expérience la plus traumatisante de sa vie. Il se rend donc dans cette ferme. C'est un très grand terrain, avec une maison en assez mauvais état, presque en ruine, et une sorte de grange. Mais la grange était entourée d'un mur assez haut, avec des fils barbelés au-dessus. Il y avait un portail fermé, qui menait dans la petite cour avant l'accès à cette grange. Il y avait une niche et un chien, qui menait la garde juste devant l'entrée du portail. C'était assez étrange comme protection pour des animaux, mais Franck se disait qu'il faisait bien, vu ce qui arrivait aux animaux à cette époque. Son collègue, qu'on va appeler Francis, lui a fait remarquer que c'était étrange, car il n'y avait pas d'herbe ou quoi que ce soit que de potentiels animaux pouvaient manger. D'ailleurs, il n'y avait pas d'enclos pour des vaches ou des bœufs, ou des chevaux, ou n'importe quelle bête. Franck lui a répondu que peut-être les animaux étaient exclusivement enfermés dans l'espèce de grange, peut-être de l'élevage pas très propre. Ils ne connaissaient pas grand-chose, et leur travail était juste de prévenir le propriétaire de potentiels risques, rien d'autre. Franck explique qu'alors qu'il s'approchait de l'entrée de la maison, il trouvait le calme environnant trop bizarre. Il se sentait comme mal à l'aise.
Francis, de son côté, était nerveux. Lui aussi disait qu'il ne se sentait pas très bien. Ce qu'il voulait, c'était vite partir de cet endroit. Franck a frappé à la porte, et il a entendu à travers la porte la voix d'un homme crier à une autre personne d'ouvrir. La voix était plutôt grave, et était celle d'un homme qui avait l'air d'avoir bu plusieurs verres d'alcool, et avait l'alcool plutôt méchant. Il a ensuite eu plusieurs aboiements de chiens, et des grattements sur la porte. Une petite trappe s'est ouverte, et les policiers ont vu des yeux d'enfant à l'ouverture. Franck a demandé s'il pouvait parler à son papa, mais l'enfant a ouvert des yeux en grand et a refermé la trappe. Puis, les policiers ont entendu des pas partir dans la direction opposée à la porte. Les policiers se sont regardés un peu surpris, puis ont attendu. Mais personne n'est revenu leur parler. Après 5 minutes à attendre, ils ont refrappé à la porte. Les chiens se sont de nouveau excités. Puis, une personne a ouvert la porte. Un homme, d'allure sale, avec les dents pourries, un ventre énorme. Il a regardé les policiers et leur a demandé pourquoi ils étaient là. Franck a alors répondu qu'ils avaient été envoyés pour le prévenir qu'il devait faire attention à ses bêtes, car des jeunes tuaient les animaux dans la région. Quand il a prononcé ces mots, l'homme a regardé Franck avec étonnement et a dit « Mes animaux ?» comme s'il était surpris. Puis, a tout de suite enchaîné avec un « D'accord, je ferai attention », avant de fermer la porte. Franck et Francis se sont regardés, très étonnés par les réactions de l'homme. Puis, ne voulant pas rester quelques secondes de plus devant cette maison, à l'allure sinistre, ils sont repartis vers leur voiture. Mais à peine après avoir fait quelques pas, ils ont entendu un hurlement dans la maison, suivi de plusieurs coups à la porte venant de l'intérieur et un coup de feu. Puis plus rien. Franck était très surpris. Il a dégainé son arme et a pointé la porte. Francis lui a dit qu'il allait à la voiture prévenir pour du renfort. Il a couru jusqu'au véhicule, laissant Franck toujours en train de viser la porte avec son arme. Quelques secondes après, il est revenu vers lui, et tous les deux se sont avancés vers la porte. Franck a essayé d'ouvrir, mais c'était fermé. Alors qu'il essayait de forcer la porte à coups de pied, plusieurs détonations, suivies d'un hurlement d'enfant. Avec un ultime coup de pied, la porte a cédé, s'ouvrant en grand. Les policiers ont pu alors voir les chiens qui couraient vers eux. N'ayant pas le temps de réfléchir, Franck et Francis ont tiré sur les pauvres bêtes, les tuant sur le coup. Ils ont alors pu voir une scène des plus épouvantables. Le cadavre de la petite fille, un trou dans la tête, puis celui de l'homme qui s'était apparemment suicidé. Franck s'est alors baissé pour voir si la fillette respirait encore, mais non, elle était morte. Mais il a eu un haut-le-cœur. Il s'est aperçu que la bouche de la fillette était complètement défigurée. Elle n'avait plus de dents, et sa langue était sciée en deux de la manière d'un serpent. Francis et Franck se sont alors mis à marcher dans la maison, l'arme tendue devant eux. La maison était crasseuse, plein d'objets traînés par terre. Dans la cuisine, c'était affreux. Les assiettes crades s'empilaient, avec des restes de nourriture moisie. Francis a fait remarquer à Franck que la maison était pleine de caméras un peu partout. Et en effet, quand Franck a regardé, à chaque coin du plafond, il y avait des caméras qui filmaient un peu chaque angle. Ne comprenant pas ce qu'il se passait ici, ils ont continué à marcher dans la maison jusqu'à arriver à une pièce fermée. Pendant que Francis pointait son arme sur celle-ci, Franck a ouvert. Et là, horreur. C'était une chambre, mais elle aussi équipée de plusieurs caméras sur pied qui filmaient le lit d'une grâce épouvantable. Sur ce lit se trouvait une jeune femme d'une vingtaine d'années, complètement nue, et avec des cadavres d'enfants attachés à son ventre par leur intestin. Des restes de tout petits bébés qui ont été cousus au ventre de cette jeune femme par les intestins. La jeune femme était apparemment encore en vie, car elle bougeait doucement la tête vers les policiers et a grogné une sorte de plainte lugubre. Elle n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de force. Elle ne devait pas avoir mangé depuis des semaines, ou alors très très mal. Francis a vomi. Il n'a pas réussi à s'en empêcher. La vision épouvantable, mêlée à l'odeur nauséabonde d'urine et d'excréments, ça a lâché. Franck s'est approché de la jeune femme et a pu voir qu'elle était aussi complètement défigurée. Aucune dent. Elle avait des traces de brûlure un peu partout, et il lui manquait les bras et les jambes. Il n'y avait que des moignons cachés avec des tissus très sales et verdâtres. Elle a regardé Franck. Franck, à son tour, a regardé la jeune femme dans les yeux, et a vu de l'espoir. Il a demandé à la jeune femme où il était, mais elle n'a rien répondu. Des larmes ont coulé de ses yeux. Francis, après avoir repris ses esprits, a dit qu'il restait avec elle et que Franck pouvait fouiller le reste de la maison.
ce qu'il a fait. Après avoir fouillé des pièces pas très intéressantes et sans personne dedans, il est tombé sur une salle remplie d'ordinateurs, dont un qui était allumé sur une page de mail. La personne qui utilisait l'ordinateur était en train d'envoyer un mail à quelqu'un. Un mail qui disait qu'il était en train de finaliser la poupée et qu'il la recevrait bientôt. Quelque chose lui revint alors en tête, comme un déclic. Une rumeur, devenue une creepypasta sur internet. L'affaire Guidol. Il en était certain, et il était dans la maison de celui qui créait les malheureuses poupées vivantes destinées aux personnes les plus écœurantes de cette planète. Pourtant, cette affaire avait été étouffée. Ce n'était qu'une légende urbaine. Mais alors qu'il regardait attentivement l'ordinateur, il a pu se rendre compte que toute la maison était filmée et diffusée en direct sur un site du Darknet, et qu'il y avait des commentaires horribles. Sur le live stream de la chambre de la jeune femme avec les bébés attachés à son ventre, il y avait des personnes qui commentaient et qui disaient que Francis avait de la chance, car il pouvait la violer à sa guise, que si c'était eux les flics, ils ne se gêneraient pas. Il y avait des caméras dans toutes les pièces, dont une qui était sans doute la sorte de grange. Bien qu'il y eût des cages, ce n'étaient pas des animaux, mais des enfants à l'intérieur. Alors qu'ils ne savaient plus où regarder, tellement il y avait des scènes d'épouvante partout, les renforts sont arrivés et ont pris le relais, faisant venir des ambulances et d'autres patrouilles. Francis et Franck sont alors sortis de la maison et ils n'y sont plus jamais retournés. Franck raconte que Francis s'est suicidé car il n'arrivait plus à fermer l'œil. Il voyait toujours cette jeune femme attachée au cadavre de ses enfants, car après analyse, ils se sont aperçus que les bébés morts étaient ceux de la jeune femme et de son propre père qui se trouvait être l'homme qui s'est suicidé. Franck dit qu'il n'est plus jamais revenu à son bureau. Il a démissionné du jour au lendemain après avoir reçu une note sur son bureau. L'affaire Guidol ne sera jamais finie. Il n'était pas le seul. Il n'a même pas demandé à ses collègues qui avait fait ça. Il est juste parti avec les personnes qu'il voulait protéger. Puis, n'a plus jamais rien dit. Aucune trace n'a une fois de plus fuité dans les informations. Et il est sûr que cette histoire se transformera comme l'affaire Guidol en une légende urbaine. Je poste aujourd'hui un message sur ce site, car je suis en quête de réponses. J'ai emménagé il y a tout juste 2 mois dans mon nouvel appartement. Il y a environ une semaine, j'ai décollé le papier peint pour peindre les murs. Et je me suis rendu compte qu'à un endroit, le papier peint dissimulait un trou, dans lequel j'ai trouvé un carnet. Le trou était profond dans le mur, mais l'épaisseur du carnet comblait sa largeur, ce qui rendait le trou absolument invisible une fois recouvert. Il n'y a aucun nom, ni aucune date dessus. Je n'en ai pas parlé au propriétaire parce qu'il est injoignable, et je ne peux pas contacter le ou les anciens locataires sans passer par lui. Si quelqu'un pouvait m'apporter un début de réponse quant à ce qu'il y a dans ce carnet, je lui en serais très reconnaissant. Voici la retranscription de ce qui s'y trouve. Aujourd'hui, je suis descendu à la cave pour la première fois depuis que j'habite ici. Je voulais y emmener mon vieux meuble télé. Il n'est pas abîmé, mais j'en ai trouvé un qui me plaît mieux. Alors j'ai voulu le descendre, des fois que je puisse le revendre ou le donner à quelqu'un. En arrivant dans la cave, malgré le fait que la lumière soit très faible, j'ai trouvé mon box assez vite, parce qu'il porte le numéro de mon appartement. Il était au fond du couloir, face à moi, pas comme les autres qui étaient disposés face à face sur les côtés. Juste avant d'ouvrir la porte, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un ronflement qui venait de l'intérieur. J'ai attendu pendant au moins 10 minutes, avant que ça ne s'arrête. À ce moment-là, j'ai regardé entre les planches de la porte, et j'ai vu quelque chose se déplacer à 4 pattes dans la largeur du box. Comme ses yeux reflétaient la lumière, j'ai pu voir que ça regardait vers moi. Ça respirait fort aussi, comme si ça avait la gorge prise. Au bout d'un moment, qui m'a paru très long, ça est arrivé vers moi en rampant très rapidement. Ça a collé sa tête à la porte au niveau de la mienne, et ça m'a reniflé. Son haleine puait le rat mort, l'urine et la terre humide. Je suis remonté chez moi à la vitesse de l'éclair. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me terrifie. Pourtant, j'ai tellement envie de savoir. Je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Aujourd'hui, je suis redescendu à la cave avec une lampe torche, pour essayer de voir un peu mieux cette chose à travers les planches de la porte. Quand je suis arrivé, j'ai regardé un premier coup sans la lampe.
La chose était en boule, collée au milieu du mur du fond, et avait l'air de dormir. Ensuite, j'ai allumé la lampe, et je l'ai collée contre la porte, à un endroit où les planches se séparent. Je n'ai pu la voir qu'une ou 2 secondes, avant qu'elle n'aille se réfugier dans un coin sombre, en rampant et en poussant un grognement. Une partie de la lumière lui était arrivée en plein dans les yeux, et l'avait réveillée d'un coup. Cette chose ressemble à une femme, vieille et desséchée. Sa peau est grise et craquelée, et elle est horriblement maigre, on dirait un cadavre. J'ai même cru voir ses côtes et les os de ses coudes dépassés. Les ongles de ses mains sont noirs et cassés. Pas étonnant vu qu'elle rampe en s'agrippant au sol et en poussant sur ses pieds. Mais le pire, ça reste son visage. Son crâne est parsemé de touffes de cheveux longs et blancs, extrêmement fins. Tout le quart avant du côté droit de sa tête est dépourvu de peau. On voit ses os dépassés, entourés par des bords de chair noire pourrie. Ses yeux n'ont pas de paupières, et ne sont que 2 grosses billes noires luisantes, bien trop grosses, enfoncées dans son crâne. Elle n'a pas de nez non plus. Pourtant la forme du trou qu'elle a à la place laisse penser qu'elle devrait en avoir un. Et sa bouche, mon Dieu, sa bouche. Elle n'a pas de lèvres, et à peine quelques grosses dents cassées, jaunes ou noires, et très espacées. Certaines sont carrées, d'autres pointues, mais pas naturellement. Comme si elle les avait cassées pour les rendre comme ça. En plus, elles ne sont pas du tout alignées. Ses gencives sont rouges sombres et enflées, comme couvertes de tumeurs, et elles suintent d'un liquide à l'air poisseux, jaune sombre vert, qui a l'air d'avoir fait comme une croûte à la base de ses dents. L'expression sur son visage est une expression de colère, comme un prédateur qui s'apprêterait à attaquer. Cette chose a l'air dangereuse. Je ne sais pas quoi faire. De toute manière, qui me croira si j'en parle? Je n'arrête pas de penser à cette chose. Je retourne son image dans ma tête, et je l'imagine vivante dans ce box, mangeant les insectes qui passent à sa portée, et attrapant un rat de temps en temps. J'imagine ses dents entrant dans la chair du rongeur, la pression faisant éclater les tumeurs de ses gencives, et laissant échapper le liquide jaune-vert dans un petit craquement. Puis je vois ses dents tirer les entrailles du petit animal de son ventre, alors qu'il est encore vivant, se tortillant de douleur et de peur, et couinant comme un jouet en caoutchouc. Plus j'y pense, et plus je trouve à cette chose quelque chose de noble, de beau même. Ça fait plusieurs jours que je passe quotidiennement au moins une fois par la cave. Je tapote contre la porte pour faire savoir à la chose que je suis là, et je m'assois en tailleur, le dos et la tête collés à la porte. Au début, elle se méfiait, sûrement à cause du coup de la lampe. Mais petit à petit, elle s'est mise à s'approcher de plus en plus de la porte, pour finalement se mettre à me renifler. Hier, elle a même passé ses doigts entre les planches pour me toucher les épaules et les cheveux. Je crois qu'elle commence à s'habituer à moi. À vrai dire, même moi je m'habitue à elle. Et au final, son haleine n'est pas si dérangeante que ça. Je le savais, elle s'est habituée à moi. Et ça fait même plusieurs jours que quand j'arrive, je l'entends venir à la porte pendant que je traverse la cave. Elle sait que c'est moi. Elle a même l'air heureuse de me voir. Maintenant, elle passe à chaque fois ses doigts entre les planches pour me toucher. Elle essaye même de passer son regard pour me voir. En réponse, je touche ses doigts. Comme ça, elle sait que je suis en confiance. Je crois que je pourrais bientôt essayer d'entrer. Je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai ouvert la porte et je suis rentré dans le box. J'ai bien sûr fait attention de bien refermer derrière moi. Je me suis mis en tailleur, au bout de la pièce. Ce n'était pas très confortable, parce qu'il y avait plein de petits os au sol. Sûrement les vieux repas de la chose. Elle a rampé vers moi, puis elle s'est accroupie juste en face de moi. Elle a passé un bon moment à me renifler, mais elle a fini par toucher mon visage, comme un aveugle qui chercherait à se représenter quelqu'un. Ce qui est bizarre, parce que ses yeux brillent dans le noir. Ça voudrait dire qu'elle peut voir dans l'obscurité normalement. Néanmoins, je l'ai laissé faire, et tout s'est bien passé. La voisine du premier m'espionne. Aujourd'hui, en descendant l'escalier, elle a ouvert sa porte pile quand je suis passé devant chez elle. Et elle m'a dit que ça suffisait, que tous les jours elle m'entendait descendre à la cave, et elle m'a demandé ce que je pouvais bien y fabriquer. Je lui ai répondu de s'occuper de son gros cul, et de laisser les gens utiles à la société vivre comme ils le voulaient. Elle a tellement été choquée qu'elle est rentrée chez elle, et elle a verrouillé sa porte. Espèce de vieille conne.
J'ai aucun compte à lui rendre. Non mais... Hier, ma pauvre petite chose avait l'air très mal en point. Je ne savais pas ce qu'elle avait. Elle était adossée au mur du fond, les bras le long du corps quand je suis arrivé. Elle poussait comme des petits cris de douleur. J'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas. Elle n'avait pourtant pas l'air blessée, ou quoi que ce soit. En tout cas, elle a dû comprendre que je cherchais à l'aider puisqu'elle a fini par me regarder, et elle m'a montré sa bouche ouverte du doigt. Et j'ai tout de suite compris qu'elle avait faim. Je lui ai donc descendu une entrecôte que j'avais dans le frigo. Et je me suis dit qu'elle la préférerait crue. Et j'ai eu raison. Dorénavant, je veux lui apporter à manger tous les jours. Comme ça, elle ne manquera de rien. Et au moins, comme elle n'a pas l'air de déféquer, ou peut-être qu'elle est scatophage, je n'aurai pas à nettoyer. Tout se passe bien avec ma petite chose. Elle mange correctement, et elle a l'air en forme. Le seul problème, c'est cette connasse de voisine. Elle parle de moi aux autres locataires. Mais comme ils doivent la croire à moitié folle, personne ne la prend au sérieux. C'est dingue ce qu'elle peut m'énerver avec son air accusateur, et la peau de son cou qui tremblote quand elle parle, j'ai envie de la cogner. Et j'aime pas la façon dont elle me regarde. Je ne sais pas qui elle croit impressionner, cette espèce de vieille connasse. J'ai discuté avec un voisin aujourd'hui, très sympa. On a parlé de la vieille du premier, et il m'a raconté avec un air amusé qu'elle disait à tout le monde que je gardais quelque chose dans ma cave. Mais il m'a rassuré en m'expliquant que ce n'était qu'une vieille commère à moitié folle, qui ne cherchait qu'à se rendre intéressante, et que de toute façon, personne ne l'écoutait vraiment. Sur ce point-là, j'avais vu juste. Il a aussi dit que de toute manière, je pouvais aussi bien héberger un troll là-dedans, que ça faisait des années que personne n'y descendait plus. Je lui ai quand même inventé l'excuse comme quoi je faisais des travaux de rénovation chez moi, et que j'entreposais les pots de colle et de peinture en bas, parce que je ne supportais pas l'odeur, histoire de ne pas éveiller le moindre soupçon. Ma chose et moi commençons à être vraiment liés. Maintenant, quand je descends, elle vient se coller à moi. Elle me caresse, elle essaye même de m'embrasser le cou. Mais forcément, elle n'y arrive pas, comme elle n'a pas de lèvres. Aujourd'hui, je lui ai rendu ses caresses. J'ai touché sa poitrine. Elle était rêche et tombante. Pourtant, je crois qu'elle a aimé ça. Moi par contre, je suis certain que j'ai aimé ça. Elle mérite mieux que de la viande morte. Aujourd'hui, j'ai attrapé le chat de la vieille connasse du premier, pendant qu'il était à sa fenêtre. Et je lui ai apporté. Elle a poussé des grognements de joie et des raclements de gorge en le voyant. Elle l'a mangé jusqu'au dernier morceau, et elle n'a laissé que son squelette. Quand elle a eu fini, elle m'a sauté dessus, et m'a pris dans ses bras, comme pour me remercier. Je crois qu'il est temps de faire passer notre relation à l'étape supérieure. Ça fait quelques jours que j'attrape des animaux dans la rue pour lui donner. Des chats errants, des chiens mal surveillés. À chaque fois, elle est heureuse de manger de la bonne viande, encore palpitante et saignante. Pourtant, je voudrais lui offrir quelque chose de vraiment spécial. La soirée d'hier a été magnifique. En rentrant chez moi, j'ai vu une mère qui cherchait quelque chose dans le compartiment de sa poussette. Comme elle n'avait plus les yeux sur son bébé, j'ai saisi l'occasion. J'ai pris le petit, et j'ai couru le plus vite possible jusqu'à l'immeuble. Je l'ai entendu appeler au secours derrière moi, mais j'étais déjà hors de sa vue. Elle n'a même pas pu me voir en fait, parce que juste après avoir pris le gosse, j'ai tourné derrière un immeuble. Par contre, ce petit con n'arrêtait pas de gueuler. En plus, il était vraiment moche, avec sa gueule de bulldog, sa grosse tête, et la morve qui lui coulait du nez. Du coup, je l'ai frappé en plein visage pour le faire taire. Ça a marché. Il avait le visage enflé et violet. Il saignait même un peu, mais il a fermé sa grande gueule. En même temps, il avait l'air à moitié inconscient. Mais bon, passons. Je l'ai apporté à ma petite chose. Elle a adoré. Elle a même tenu à partager son repas avec moi. Maintenant, je suis sûr qu'elle m'aime. J'ai attrapé la vieille du premier dans la matinée. J'ai réussi à l'assommer. Là, elle est dans ma cuisine, à un torchon bouleux dans sa bouche, pour pas qu'elle gueule si jamais elle se réveille. Et du fil de fer, serré en bas des épaules et en haut des cuisses. Ça va lui couper le sang dans les membres, et ça la rendra plus facile à mâcher. Car ce soir, j'offre à ma petite chose chérie le repas de sa vie. C'était vraiment la plus belle nuit de ma vie. J'ai descendu la vieille vers 23h, et on a commencé à manger. Ma petite chose avait l'air ravie. En plus, pendant qu'on attaquait les intestins, et juste après avoir eu fini les bras et les jambes,
La vieille est revenue à elle. En se voyant dans l'état où elle était, elle a essayé de crier. Et elle s'est mise à sangloter. Ça m'a bien fait rire, et ça a plu à ma petite chose. Comme elle devenait agaçante, au bout d'un moment, on a décidé de lui ouvrir le crâne pour s'en partager le contenu. On se regardait droit dans les yeux en mangeant. Et finalement, arriva ce qui arriva. Je l'ai allongé sur le dos, et j'ai baissé mon pantalon pour lui faire l'amour. J'avais mal en la pénétrant. Ça accrochait et ça me coupait. Pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter, même alors que c'était difficile. Elle tortillait ses membres en poussant des cris et des grognements inhumains. Sa tête se balançait de gauche à droite, et sa langue, un grand morceau de chair noire, semblait bouger indépendamment en sortant de sa bouche. Au bout d'un moment, j'ai fini par venir, et je suis sorti d'elle. Elle est restée dos au sol, respirant d'un souffle sifflant, et faisant de gros gargouillis avec sa gorge. C'était magique. Les gens de l'immeuble se posent des questions sur moi. Il est temps de rejoindre ma petite chose chérie dans la cave. Je m'arrangerai pour sortir de temps en temps, parce qu'il faut bien se nourrir. Là, au moins, ils ne viendront jamais me chercher. Je ne vais pas détruire mes notes. Je vais me contenter de les cacher quelque part dans mon appartement. Notre histoire est bien trop belle pour être effacée. Et qui sait, peut-être qu'un jour quelqu'un lira ces lignes. Une fois que ce message sera terminé, j'emmènerai ce carnet à la police. Pas question que je descende seul à la cave. Il n'empêche que je ne comprends pas ce que j'ai lu, et que j'aimerais recueillir des avis, des idées, n'importe quoi. Pitié.